Alors, bonsoir, je m'appelle Tony Congé, je suis en charge du portefeuille cybersécurité chez Digicomp et ce soir, je vais vous présenter les principaux sujets en lien avec la cybersécurité. Le thème, c'est la cybersécurité pour tous. Pourquoi la cybersécurité pour tous? Je vais présenter les points les plus importants en matière de sensibilisation. Donc, ce Digi Apéro a pour but de saisir les enjeux les plus importants en matière de cybersécurité. Tout ce qui doit être dans le cadre de votre activité, qu'elle soit professionnelle ou dans le contexte privé, tout ce qui devrait être normalement protégé, quelles seraient les origines et les dangers des différentes vulnérabilités. On va regarder aussi quels sont les principaux acteurs qu'il faudrait être en mesure de protéger aussi. On va faire un survol assez rapide, évidemment, des cyberattaques, les principales qui sont concernées. Et on terminera par l'acquisition des bons gestes, particulièrement dans tout ce qui est courriel, site web et autres vecteurs qu'on parlera tout à l'heure. Les thèmes qu'on va aborder, c'est une introduction générale et très simple de ce qu'est la sécurité informatique, parce que beaucoup de monde parle de cybersécurité, de sécurité informatique, et c'est important de fixer les points importants. Ensuite, on va parler de la protection de son Wi-Fi. C'est un thème, vous comprendrez bien, je vais utiliser comme fil conducteur le télétravail, mais on pourrait appliquer ça à toutes sortes d'applications. Le facteur humain, qui est un de mes thèmes favoris, je vous expliquerai un peu plus tard pourquoi, et je présenterai à la fin mon ouvrage que j'ai édité l'année passée, qui résume en plus détaillé ces aspects. Si je me réfère à l'actualité, la toute récente actualité, donc j'ai fait un extrait du journal Le Temps, paru hier, un article qui explique les attaques assez fortes qu'il y a eu sur une entreprise comme Swatch, comme Amag, comme Stadler Rail. Chez Swatch, on a constaté déjà une incidence assez conséquente depuis le mois de septembre. Et on peut dire, avec les informations qu'on a actuellement, que la production, tout ce qui concerne par exemple Omega, a été fortement perturbée. Et une chose qui va faire un lien avec ce qu'on va discuter plus tard, c'est les universités suisses, où il y a eu une attaque aussi assez forte qui a permis à des internautes de subir des attaques de phishing qui ont permis en fait de détourner le virement des salaires de différents employés dans les universités suisses. Donc ce que je vous raconte par la suite, ce n'est pas quelque chose qui est dans un film ou dans un scénario, mais vous voyez que ça fait partie de l'actualité. Donc je vais vous illustrer un petit peu ça avec différents points. Tout d'abord, je vais vous introduire la sécurité informatique. Pourquoi la sécurité informatique? Quels sont les enjeux? La gestion elle-même de cette sécurité, quels sont les critères fondamentaux. Je vais survoler très rapidement les arnaques et escroqueries et puis surtout pourquoi c'est si problématique de faire passer le message au niveau de la cybersécurité et quels sont les enjeux et l'incompréhension par rapport à ceci. Alors tout d'abord, dans un contexte général, ce qu'il faut se rendre compte, c'est que d'année en année, qu'est-ce qu'on a? On a une évolution des systèmes d'information qui deviennent de plus en plus complexes. On le voit tous les jours, on est dépendant de plus en plus de ces outils-là. Donc ça crée un intérêt pour les hackers, par exemple. Il y a une omniprésence, particulièrement par exemple avec les réseaux sociaux, donc tout ce qui est l'Internet, les applications réseau. Et puis, de plus en plus, bien, il faut moins de connaissances pour, paradoxalement, provoquer des attaques. On a aujourd'hui ce qu'on appelle des attaques genre script kiddies, donc c'est des enfants qui peuvent acheter des packs sur Internet et provoquer des attaques assez fortes. Et puis, la transformation digitale. De plus en plus, aujourd'hui, les entreprises qu'elles cherchent à digitaliser leur processus. Donc, c'est, même pour une PME suisse qui est peut-être très pointue dans une niche, qui a toujours travaillé avec des outils, je dirais, simples, doit se numériser aujourd'hui. Donc, c'est un vecteur d'attaque parce qu'il y a des brevets, parce qu'il y a du savoir-faire. Sur la droite de la présentation, je vous ai mis un extrait d'un fournisseur très connu de réseau qui montre l'évolution, entre autres, des objets aussi connectés, qui va être le grand défi de la cybersécurité ces prochaines années. On voit l'évolution du nombre de populations en milliards et on voit dessous le nombre d'objets qui sont connectés d'année en année. Et ça va être vraiment un très grand défi. Alors, très rapidement, qu'est-ce qu'on entend par gestion de la sécurité informatique? Donc,
Si je prends une similitude avec ce que vous avez chez vous à la maison, vous êtes d'accord que quand vous voulez contracter une assurance dégâts d'eau, incendie, vous allez communiquer à votre assurance, en fait, votre inventaire. Donc, vous allez dire, voilà, j'ai des actifs, j'ai des meubles, j'ai des bijoux. Dans la sécurité informatique, c'est exactement la même chose. On va commencer par identifier les actifs. Alors, les actifs, ça peut être des actifs matériels, donc des équipements, mais surtout, ce qui devient de plus en plus important aujourd'hui, c'est les actifs immatériels. Votre savoir-faire, les brevets, toute la maîtrise que vous avez de vos processus. Et c'est ça qu'un hacker ou un pirate va essayer de voler. Donc, on voit très bien pourquoi les sociétés que je vous ai citées tout à l'heure, vous imaginez bien qu'un groupe comme Swatch a un savoir-faire pour réaliser, construire des montres, produire les montres à un certain coût. Donc, ce savoir-faire, c'est ça qui intéresse les hackers. Ce n'est pas forcément des aspects monétaires toujours, ça peut être aussi une question d'image. Donc, si vous avez une société avec des actifs, l'image aussi de réputation peut être aussi un actif. Donc, on va commencer par les actifs, comme si je prends l'analogie chez vous, et ensuite, on va faire une analyse de risque. On va dire maintenant, quels sont les actifs pour moi qui sont critiques et qui peuvent perturber ma production. Donc, si je prends maintenant un parallèle avec l'exemple de la pandémie, bah, les entreprises, qu'est-ce qu'elles ont dû faire du jour au lendemain? Elles ont dit, bon, les travailleurs doivent aller télétravailler, mais quels sont mes processus vitaux que je dois continuer à faire tourner pour continuer, par exemple, à générer du cash, générer de la trésorerie, parce que si j'ai plus de trésorerie, ben, mon entreprise elle va finir par tomber en faillite. Donc, c'est la même chose pour les actifs. Quels sont vos actifs prioritaires qu'il va falloir protéger? Donc, on va faire une analyse de risque, et cette analyse de risque va vous donner, et la règle qu'on utilise en général, c'est que 20% de ces actifs vont générer 80% de votre chiffre d'affaires. Alors, je ne dis pas que tous les actifs ne sont pas importants, mais il y a des actifs quand même qui sont absolument critiques. Et dans toutes vos organisations, dans toutes vos entreprises, vous avez certainement des actifs qui sont prioritaires. Si je prends l'exemple même d'un État, un État, qu'est-ce qu'il fait? Il perçoit des impôts. Pourquoi c'est important et c'est critique les impôts? Parce que si les impôts des personnes physiques ne sont pas perçus dans les délais, ils ne peuvent pas payer les salaires de leurs collaborateurs. Donc vous imaginez l'administration avec 10 000, 15 000 collaborateurs, si les salaires ne sont pas payés au 30 du mois, on ne va pas emprunter de l'argent pour payer ces salaires. Donc, un des processus, par exemple, critiques dans une administration publique ou dans un État cantonal, c'est la perception des impôts, par exemple, des acomptes. Donc, pour vous dire que même dans une administration publique, que ce soit dans une entreprise ou aussi privée, vous avez certainement des processus qui sont critiques. Quand on a fait cette analyse de risque, qu'est-ce qu'on va définir? Ce qu'on appelle des politiques. Et ça, c'est très important, que ce soit aussi bien des collaborateurs que les différents responsables d'entreprise. Ils vont avoir un guide qui va dire, ben voilà, comment on va se comporter par rapport à cette sécurité. Et ça, c'est défini dans une politique. Par exemple, on va vous dire, écoutez, vous allez faire du télétravail, on va vous mettre un portable à disposition. Ce portable, peut-être, le disque dur va être crypté pour des questions, comme vous imaginez, peut-être de confidentialité. Donc, on va définir ça dans une politique pour être sûr que les collaborateurs respectent certains standards de procédure. Ensuite, quand on a défini ces politiques, qu'est-ce qu'on va faire? On va implémenter des contrôles pour diminuer ces risques au maximum. Et ça, c'est très important aussi, puisque le but, c'est de, comme on a parti du départ, que vos actifs soient les moins attaquables possibles. Puis à la fin, dans toute cette sécurité, il y a un moment où on va améliorer et adapter. Voilà, ça, c'est les principes de base qu'on va utiliser dans tous les cas pour la gestion de la sécurité informatique. Ensuite, il y a 3 critères fondamentaux qu'on utilise toujours, c'est ce qu'on appelle les objectifs de sécurité. On doit garantir quoi? On doit garantir, bien sûr, la confidentialité. Vous ne voudriez pas que vos données que vous transmettez depuis votre entreprise, peut-être à la maison parce que vous êtes en télétravail, soient divulguées ou accessibles par des personnes non autorisées. Donc, on a un des principes. Donc là, vous avez sur la présentation un triangle avec les mêmes côtés, les mêmes angles, parce que les 3 ont la même importance. La deuxième chose aussi qui est importante, c'est la disponibilité. Si vous avez un hacker qui attaque, par exemple, un de vos serveurs, ben, s'il n'est plus disponible, vous ne pouvez plus faire d'e-commerce, vous ne pouvez plus vendre vos produits. Donc, si le marchand de vin qui, pendant par exemple la pandémie, a vendu des bouteilles grâce au site Internet plutôt qu'un stock physique, si son serveur n'est plus disponible, il perd son chiffre d'affaires. Donc, vous voyez l'importance aussi de la disponibilité. Et le troisième vecteur qui est important, c'est l'intégrité. Vous ne voulez pas que les données soient altérées. Donc, quand un utilisateur va rentrer des données, par exemple, sur une base de données, on ne veut pas que ces données soient altérées. C'est-à-dire que si vous rentrez un nom, un prénom, différentes informations, donc on veut s'assurer qu'un hacker n'interfère pas ces données et qu'il puisse les utiliser à mauvais escient.
Donc ça, c'est vraiment très important, ces critères. Donc tout ce qu'on fait en sécurité, si vous retenez ça, vous retenez déjà l'essentiel. On va protéger ce triangle, confidentialité, disponibilité, intégrité. Ensuite, je vous ai mentionné quelques types d'arnaques ou d'escroqueries. Alors, je vous en ai donné une petite illustration tout à l'heure avec l'extrait de l'article du journal Le Temps. Mais il y a d'autres arnaques qui peuvent avoir des conséquences quand même assez graves pour les personnes physiques. Donc, une des arnaques qui est très présente aujourd'hui, si vous demandez à la gendarmerie genevoise ou vaudoise ou d'autres cantons, vous pouvez très facilement obtenir des statistiques et vous rendre compte que, par exemple, l'usurpation d'identité, c'est quelque chose de nouveau qu'on ne voit pas seulement dans les films, mais dans la réalité de tous les jours. Donc, le problème d'usurpation d'identité, c'est que ça va avoir des conséquences pour l'individu. Vous ne pouvez plus faire d'actes administratifs, vous ne pouvez plus faire certaines choses parce qu'on vous a clairement volé votre identité et votre identité numérique. Une des arnaques qui est aussi très présente aujourd'hui, c'est la faute au président. C'est-à-dire quelqu'un qui va appeler peut-être l'assistante d'un directeur d'entreprise, très stressé, et cette personne va se faire passer pour quelqu'un d'important parce qu'il connaît les habitudes du président ou du directeur et va lui raconter toutes sortes de choses pour que l'assistante fasse par exemple un versement ou qu'elle fasse un acte malveillant et sans que la personne puisse réagir parce que c'est tellement bien fait et la fraude va être provoquée souvent, c'est souvent un virement ou autre chose. La troisième possibilité qu'on a souvent aussi, c'est les appels à escrocs. Un technicien qui se fait passer pour un technicien de Microsoft, qui va essayer de vous faire croire qu'il va faire la maintenance dans un système, qu'il a besoin de vos mots de passe. Et ça arrive aussi très souvent dans les entreprises. Ensuite, les arnaques et les achats sur Internet. Là aussi, il y a énormément de choses, particulièrement dans cette période un peu trouble que nous vivons, où sur Internet, beaucoup d'actes sont faits. Donc, les pirates et les hackers utilisent en fait ces outils-là aussi pour perpétrer des attaques et obtenir, par exemple, des indications sur vos cartes de crédit ou des choses comme ça. Et le dernier exemple que je vous ai donné tout à l'heure, par exemple avec le journal Le Temps, j'ai commencé par ça, c'est les fraudes aux faux ordres de virement. Donc, je vous ai dit tout à l'heure, certaines universités en Suisse ont été impactées, c'est-à-dire que les salaires, au lieu d'être virés chez les collaborateurs pour la fin du mois, ont été virés dans des comptes des hackers. Donc, c'est de nouveau pas des choses que je vous raconte comme ça, mais c'est vraiment des choses que malheureusement des gens ont vécues, en particulier pour ces collaborateurs qui travaillent dans les universités. Donc, ces arnaques augmentent très fortement et particulièrement dans cette période, et je vais vous expliquer après pourquoi, le périmètre de sécurité justement qu'on discutait tout à l'heure a fortement augmenté. Alors pourquoi on revient tout le temps sur ces aspects de cybersécurité et pourquoi c'est si important dans les entreprises et pourquoi ça continue toujours à augmenter? Donc, une chose qu'il faut bien comprendre, c'est qu'un hacker, il ne peut pas vous attaquer s'il n'y a pas de vulnérabilité sur vos systèmes. Donc, ça veut dire que si vous utilisez un smartphone et que, par exemple, vous n'avez pas un antivirus, ou bien que vous utilisez peut-être un smartphone plutôt du type Android que plutôt Apple, c'est connu qu'il y a certaines vulnérabilités. Donc, les hackers connaissent ces vulnérabilités et ils vont les exploiter. Donc, ça veut dire qu'ils vont utiliser des cibles. Alors, je vous en ai mis quelques-unes ici. C'est par exemple vos boîtes de messagerie électronique, donc les courriels, qui peuvent être utilisés pour ça. On peut intercepter, par exemple, une adresse électronique que vous auriez envoyée depuis chez votre employeur ou à titre privé, par exemple. Je vous donnerai quelques exemples après avec le télétravail. Vous pouvez, par exemple, recevoir un avis de recommandé urgent. Alors, vous pensez que ça vous concerne, vous allez l'ouvrir et puis vous allez vous rendre compte que plus tard, c'est un lien malveillant. On peut vous envoyer, par exemple, un courriel en vous disant vous avez reçu un montant trop important, on voudrait vous le verser à tel ou tel endroit. Donc ça aussi, ça peut être quelque chose qui peut vous mettre dans une situation délicate. Aussi, par exemple, une alerte sur un résultat d'une analyse médicale ou un avis d'une facture urgente à régler. Donc, je vous répète que tous ces différents points, c'est très rare qu'une banque, ou pas du tout, ou qu'un organisme financier vous demande de faire ça par courriel. Donc déjà, ça doit vous poser des questions, puis prendre un peu de recul, puis vous dire, mais est-ce que c'est sûr que ça correspond à ce que j'ai l'habitude de faire? Donc, par rapport à ça, le problème qu'on va avoir, c'est que toutes ces attaques, elles sont très faciles à faire parce que comme on est dans un environnement qui est propice aux données numériques, les intérêts de ces hackers, c'est justement d'utiliser le plus possible ces faiblesses humaines. Donc ça, c'est une première chose. Et si on regarde la réalité des choses, les statistiques, on sait qu'à peu près
les attaques souvent viennent de l'intérieur des entreprises. Pas forcément mal intentionnellement, mais souvent involontaire. Pourquoi? Parce que le facteur humain est un biais connectif, parce qu'il se laisse influencer. Il se laisse, comme je vous ai dit tout à l'heure, peut-être qu'il va recevoir un appel, il ne va pas se rendre compte que c'est un appel malveillant, et il va pouvoir, par exemple, divulguer des informations, comme je vous ai dit tout à l'heure, des identifiants, éventuellement des mots de passe. Donc, dans le contexte actuel, c'est très important d'avoir cette approche plus résiliente et plus prudente par rapport à ce type de menace. Alors, un des éléments clés de tout ça, que je vais insister là-dessus, c'est la protection de votre Wi-Fi. Alors, ça a l'air de rien, mais tout ce que vous faites, par exemple, si vous êtes, je prends toujours le vecteur du télétravail, comme ça c'est très concret pour expliquer les choses, c'est une des clés importantes, c'est la sécurisation de votre Wi-Fi. Parce que le hacker, il ne peut pas rentrer dans votre système si vous ne donnez pas un accès facilité ou parce que la sécurisation n'est pas suffisante. Donc, que ce soit par exemple un smartphone, que ce soit une tablette, que ce soit un PC, peu importe, il y a un moment ou l'autre, si vous êtes par exemple chez vous, n'oubliez pas que si vous avez le portable de votre entreprise, il y a peut-être votre compagne ou votre compagnon qui va se connecter sur le même Wi-Fi, vous allez avoir vos enfants qui vont se connecter sur le même Wi-Fi. Donc, vous comprenez assez vite que si vous avez des équipements qui sont exposés à des risques, comme on a vu tout à l'heure, qui ne sont peut-être pas du niveau de sécurité que peut-être votre employeur vous a mis à disposition sous forme d'un portable, eh bien, vous risquez une chose importante, c'est que vous risquez d'introduire des logiciels malveillants. Donc, c'est impératif, et j'insiste là-dessus, de vous assurer que, par exemple, votre Wi-Fi a un mot de passe default. Donc, un mot de passe default, c'est peut-être un mot de passe avec un très long nombre de caractères. Je ne vais pas entrer dans les détails maintenant, mais l'idée, c'est vraiment de créer cette confiance déjà pour l'accès. Et le Wi-Fi doit être sécurisé. La deuxième chose qui est très importante, c'est qu'on a tendance aujourd'hui, par exemple, dans le contexte du télétravail ou du déplacement des collaborateurs, c'est de se connecter sur ce qu'on appelle des Wi-Fi ouverts. Alors, je prends l'exemple d'un aéroport ou d'une gare. Alors, si je prends l'aéroport, vous allez avoir trois types de Wi-Fi. Vous pouvez avoir le Wi-Fi fourni par l'aéroport lui-même, et vous allez peut-être avoir un Wi-Fi qui est fourni par un opérateur. Je ne veux pas donner un nom spécifique, mais l'idée, c'est que l'opérateur va vous fournir un Wi-Fi qui est lié à, par exemple, votre smartphone. Puis la troisième possibilité, c'est que vous pourriez avoir un Wi-Fi qui est fourni par votre entreprise à travers un outil qui vous est fourni. Donc, ce qu'il faut faire attention, c'est dans la mesure du possible, si par exemple vous travaillez pour faire par exemple du télébanking ou vous travaillez sur des dossiers spécifiques de votre entreprise, ne vous connectez jamais sur ce qu'on appelle un Wi-Fi ouvert. Donc, typiquement, dans une cafétéria ou dans un lieu public. Passez toujours par le Wi-Fi de votre opérateur. Si vous êtes un smartphone, vous allez passer par la fonction donnée de votre réseau mobile ou passer par un Wi-Fi qui vous est fourni par l'entreprise qui est sécurisé, avec tous les outils que l'entreprise va vous mettre. Ça, c'est très important, parce que c'est à ce moment-là, quand vous allez peut-être utiliser le Wi-Fi ouvert, que vous allez être écouté par un hacker et que le hacker va utiliser les identifiants pour pouvoir, par exemple, perpétrer des arnaques, comme on l'a vu tout à l'heure. Alors, je vais faire tout un chapitre maintenant sur les facteurs humains. C'est un peu mon dada, si je peux dire là-dessus, où je prône que le facteur humain est vraiment fondamental pour justement réduire ces risques en matière de sécurité. Alors, je prends toujours l'exemple du télétravailleur. Donc, vous avez le télétravailleur qui est habitué à travailler au bureau, puis maintenant, tout d'un coup, il travaille à la maison. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va utiliser, par exemple, typiquement, vous avez votre smartphone ou votre portable, et puis, indifféremment, vous allez passer de votre courriel personnel au courriel de votre employeur. Donc, le problème, c'est qu'est-ce qui va se passer? C'est que vous n'avez plus une séparation claire entre la vie professionnelle et la vie privée, et puis vous allez vous retrouver dans des situations dangereuses où vous allez tout d'un coup cliquer sur des éléments malveillants qui vont avoir un impact sur les autres outils, par exemple professionnels. Donc, il faut faire très attention avec ça. Et ça, c'est le coup classique, que vous soyez avec une tablette ou que vous soyez avec un smartphone. Donc, pour faire ça, il faut faire attention quand vous recevez, par exemple, typiquement des instructions. J'ai vu plusieurs cas où, par exemple, vous utilisez le courriel pour, par exemple, confirmer des instructions suite à un courriel que vous avez reçu peut-être de votre employeur ou d'autres choses. Donc, faites très attention de bien rester dans l'environnement que vous avez professionnel si vous est fourni. Et si vous avez un courriel privé,
vous n'aurez pas les mêmes sécurités, les mêmes protections. Donc là, le facteur humain est important. Ce n'est pas la machine qui va faire le tri, c'est vous-même qui allez faire le tri par rapport à ça. Alors, je vous ai mis ici quelques exemples qui sont très actuels. C'est, par exemple, systématiquement, par exemple, verrouiller votre PC. Donc, même si vous êtes chez vous, si vous traitez des informations délicates ou sensibles, il n'y a aucune raison que votre PC soit ouvert et qu'il soit utilisé à d'autres sessions. La deuxième chose, c'est utiliser des outils de communication qui sont approuvés par votre entreprise. Donc là, je vous ai mis quelques exemples, iMessage, WhatsApp, WebEx, WebTransfer, Teams, Skype for Business, et puis le Zoom qu'on est en train actuellement d'utiliser. Donc ça, c'est aussi important parce qu'il y a des enjeux de sécurité avec ces outils. Vous ne pouvez pas juste utiliser l'outil et puis de nouveau, dans un contexte professionnel, ça peut poser des problèmes en matière, par exemple, de transmission d'informations confidentielles. Il faut savoir que statistiquement, 90% des cyberattaques débutent par un leurre numérique, donc contenant des données fictives. Donc là, typiquement, là aussi, c'est quelque chose qui peut être aussi utilisé. Alors, à un moment, tout au début, quand il y a eu le développement de Zoom, on pouvait s'interférer dans les liens Zoom et pouvait écouter ou s'insérer dans les conférences. Donc ça pourrait être utilisé, par exemple, pour faire de l'ingénierie sociale. Ce problème est résolu maintenant par Zoom, mais c'est pour vous donner un exemple de leurre numérique. Vous pourrez croire qu'on est en sécurité, mais en fait, on n'est pas du tout en sécurité. Donc ça, c'est important. De nouveau, c'est le facteur humain qui va intervenir. Donc ça, c'est très important. Donc il faut voir ça comme une chaîne, et vous êtes à l'intérieur de cette chaîne. Je vais vous parler de 2-3 éléments aussi. C'est en lien avec un ouvrage que j'ai publié l'année passée, qui résume en plus grand détail ce que je suis en train de vous dire, où je mets en avant justement cet aspect de facteur humain. Donc, je vais vous parler du fil conducteur de cet ouvrage, pourquoi la sensibilisation est importante dans les entreprises, et pour en savoir plus, si vous voulez en savoir plus, eh bien, vous avez la possibilité de tout ce que je vous ai détaillé avant, encore d'approfondir les choses d'un point de vue plus général. Donc, le fil conducteur de tout l'ouvrage, c'est justement de replacer l'humain au cœur de la cybersécurité. Ce que je vois beaucoup dans les entreprises quand je réalise des audits ou des missions précises dans le domaine de la cybersécurité, je me rends compte que souvent les entreprises, ils alignent les boîtes les unes derrière les autres. Et ça, ce n'est pas la bonne approche. La bonne approche, c'est d'abord de faire une approche de gouvernance, de réfléchir ce que je vous ai dit au début, quels sont mes actifs et quels sont les risques que je prends. Puis seulement après, vous venez avec des boîtes. Et ça, c'est le problème, c'est qu'on ne replace pas vraiment ce facteur humain dans cette chaîne de qualité. Et puis, on croit être en sécurité parce qu'on a acheté les boîtes du dernier cri, qu'on a investi tel ou tel disons, budget pour pouvoir mettre en place ces choses. Donc, l'idée centrale, c'est de dire que c'est beaucoup moins coûteux si vous avez un usager qui est familiarisé, qui est sensibilisé à la cybersécurité, à l'environnement. Donc, ça peut commencer par des choses toutes simples. Ça peut être, par exemple, de mettre une politique de sécurité toute simple dans l'entreprise où on règle tous les aspects, par exemple, de contrôle d'accès, où on règle, par exemple, tous les aspects de backup. Pourquoi je dis ça? Actuellement, on a énormément de ransomware. Donc, un hacker qui va crypter votre disque dur, puis qui dit contre une rançon, il vous dira « je ne vous décrypte pas votre disque dur ». Donc, même si je suis une PME, comme j'entends souvent, il dit « oui, la cybersécurité, c'est très cher, ça implique ci ou ça ». Je ne suis pas d'accord avec ça. Pourquoi? Parce que tout le monde peut en effet subir un incident de cybersécurité. Tout le monde peut subir un ransomware. Mais ce que je n'accepte pas, c'est que la personne qui me dit « oui, j'ai subi un incident, j'ai besoin de 3 jours pour monter mon informatique ». Là, il y a quelque chose qui ne joue pas. Ça veut dire que quelque chose n'a pas été fait en amont. Ça veut dire que peut-être vous n'avez pas votre backup qui est propre. Vous n'avez pas défini une politique de sécurité avec vos accès corrects. Donc, si l'entreprise, même si c'est une petite PME de 10 collaborateurs, a bien fait son travail en amont, ok, elle peut avoir un incident, elle peut avoir un sinistre, mais ça ne va pas lui prendre 3 jours. Ça va lui peut-être prendre une demi-journée pour reconstituer son informatique. Et ce que je vous dis, c'est des cas réels que j'ai vécu encore ces derniers mois, où il y a des entreprises vaudoises qui ont mis 3 jours, 6 jours, certaines 9 mois pour reconstituer toute leur informatique. Et ça, c'était parce que derrière, il n'y avait pas les procédures, par exemple les firewalls pas mis à jour, les antivirus pas mis à jour, les backups peut-être donnés à une entreprise sous-traitante qui n'avait pas fait des tests de restauration. Donc, vous voyez, ce facteur-là, il est très, très important. Donc, je ne peux pas entendre me dire, oui, je suis victime d'un problème de cybersécurité et je ne peux rien faire.
Non, bien sûr que vous pouvez faire. Donc, le facteur humain peut jouer un rôle très important là-dessus. Donc, ce que j'ai résumé, c'est que cet aspect de sécurité informatique, ça nous concerne tous. Ce n'est pas seulement le management, ce n'est pas seulement la direction de l'entreprise. Donc, j'ai résumé un peu les points importants de cette sensibilisation que je détaille dans le livre. Donc, ce qui est important là-dessus, c'est surtout la naïveté. Donc, si l'utilisateur a un comportement naïf, le hacker va l'utiliser pour vous attaquer. Donc là aussi, quand vous recevez un courriel, vous avez une pièce attachée, il faut vous poser des questions. Vous dire, mais est-ce que j'ai l'habitude de travailler avec ce client? Est-ce que j'ai l'habitude de travailler avec ce partenaire? Donc déjà, ça doit vous donner une indication sur quoi faire. Ensuite, il y a des mesures qu'on verra à la fin, à la conclusion, que vous pouvez prendre pour vous protéger contre ces aspects-là aussi. Il peut y avoir aussi des erreurs humaines, des mauvaises saisies d'informations, des choses comme ça. Ça peut arriver aussi. Donc, très résumé. Ensuite, si vous voulez en savoir plus par rapport à ça, donc dans le livre est fait d'une façon, le thème sensibilisation pour tous, ça veut dire que c'est accessible à tout le monde. Donc, il ne faut pas être spécialiste de la sécurité, ce n'est pas le but, c'est vraiment ouvert à tout le monde. Et ce que je vous ai donné en introduction se retrouve détaillé dans ce livre, où on sensibilise et on rend compte de cet aspect-là. Et ça, c'est un autre thème aussi que je développe, c'est que dans toutes les entreprises, et d'ailleurs quand on fait un audit dans une entreprise en cybersécurité, on vérifie toujours si les collaborateurs étaient sensibilisés. Donc ça aussi, je ne veux pas entendre qu'on me dise oui, ça coûte cher, etc. la cybersécurité. Je pense que sensibiliser un collaborateur, quand vous l'engagez, vous lui faites signer un contrat de travail et vous lui donnez sa politique de sécurité et vous lui la faites lire et vous lui la faites parapher, le collaborateur, il est sensibilisé. Même dans certaines entreprises maintenant, on fait systématiquement, par exemple, un QCM à la fin, pour voir si la personne a bien assimilé la politique. C'est des petits détails qui prennent un petit peu de temps, mais ça n'a rien à voir avec les conséquences d'acheter des équipements qui peut-être ne seront pas utiles parce qu'il y aura une erreur humaine. Donc, ce que je veux dire par là, c'est vraiment très important que l'utilisateur soit quand même sensibilisé et responsabilisé. Parce que vous ne pouvez pas faire un reproche à un collaborateur s'il n'a pas été sensibilisé, si la façon dont il utilise les outils n'a pas été en accord avec la politique de sécurité. Quelques conclusions. Je vais vous donner quelques conclusions en rapport avec les enjeux qui vont venir par rapport à la cybersécurité qui sont très importants pour toutes les entreprises suisses. Hein, j'insiste bien là-dessus. Là, on parle de PME jusqu'à des entreprises de grande importance. Et puis, je terminerai par quelques conseils. Donc, la loi sur la protection des données, qui existe depuis les années 90, donc 91, en fait, officiellement la loi, a été révisée enfin après 3 années de discussion au Parlement, il y a quelques semaines, donc fin du mois de septembre. Donc, cette nouvelle loi sur la protection des données, elle spécifie quoi? Donc, elle va changer fondamentalement la plupart du fonctionnement de toutes les entreprises, particulièrement les conditions générales qui vont être respectées par les clients ou les relations que vous allez avoir avec les partenaires externes. Donc, je vous ai mis ici 3 ou 4 éléments importants qui doivent ressortir et qui vont faire un écho par rapport à tout ce que je viens de vous dire. La première des choses, toutes les entreprises devront informer de manière proactive les individus qui traitent des données à l'utilisation qui est faite. Donc, ça veut dire que quand vous allez demander des données, que ce soit un client ou un individu, vous allez devoir ce qu'on appelle demander un consentement éclairé. C'est-à-dire que ce n'est pas juste je clique sur une case et puis j'obtiens les informations du client. Vous devez rendre attentif le client sur ce que vous allez faire avec ces données et lui demander son consentement éclairé. Ça, c'est la première des choses. La deuxième chose qu'on va vous demander, c'est de tenir un registre du traitement des données. Vous demandez des données à un client, vous allez en faire quoi? Vous allez faire juste une inscription parce que vous avez besoin pour faire un contrat de travail ou si par exemple vous engagez un consultant, ou c'est pour faire un contrat de maintenance, ou est-ce que vous allez faire une newsletter? Ah, vous voulez faire une newsletter. Vous devez demander son consentement que ces données vont être utilisées pour un newsletter. Ah, vous voulez faire un profiling, c'est-à-dire évaluer le comportement de vos clients par rapport à un marché. Vous devez demander un consentement clair. Donc, pour faire ça, on va avoir ce qu'on appelle un registre des traitements qui non seulement va inscrire ce consentement éclairé, mais vous devez à l'avance annoncer combien de temps vous allez conserver les données. Est-ce que vous allez conserver 2 ans, 5 ans, ou bien pour des raisons légales, etc., vous avez peut-être besoin de les conserver 7 ans. À tout moment,
le client peut vous demander d'effacer ces données ou de les rectifier. Donc, ça veut dire que vous devez avoir une traçabilité de toutes ces catégories de données, à quel destinataire c'est fait. Donc, ça, c'est une grosse révolution dans les entreprises, puisqu'aujourd'hui, il n'y a pas toutes ces obligations à remplir. Troisième aspect très important, c'est, vous vous souvenez, je vous ai introduit au début l'analyse de risque. Donc là aussi, ce n'est pas par hasard. Si vous avez une perte de données, parce qu'un client vous a confié des données, puis vous les perdez, vous devez démontrer que vous avez fait l'analyse de risque et que vous avez pris les mesures en cas d'incident pour limiter cette perte. Donc là aussi, jusqu'à maintenant, c'était un petit peu une zone grise. Maintenant, il n'y a pas d'excuse. Si vous perdez des données, vous devez justifier devant l'autorité de contrôle, qui sera le futur préposé fédéral à la protection des données, que vous n'avez pas mis en risque les données qu'on vous a confiées. Et le quatrième point qui est très important, c'est que la négligence, ou je dirais les meilleures pratiques, ne seront pas sanctionnées, mais par contre, un comportement intentionnel, c'est-à-dire que vous avez par exemple dit je ne veux pas mettre en place telle ou telle chose parce que, par exemple, j'économise ou je ne veux pas dépenser, ça pourra être sanctionné avec des amendes allant de 250 000 à 500 000 francs. Sur le plan européen, on a l'équivalent qui est le règlement européen sur la protection des données qui s'appelle la RGPD. Là, c'est beaucoup plus sévère. C'est 4% du chiffre d'affaires consolidé. L'amende peut aller jusqu'à 4% dans certains cas ou 2% du chiffre d'affaires consolidé. Donc, c'est des enjeux très importants. Donc, cette nouvelle loi, on estime ce que le Conseil fédéral a confirmé, devrait entrer en application au plus tard d'ici 2 ans. Donc, les entreprises ont jusqu'à 2022 pour mettre en place ce que je vous ai dit actuellement. Donc, ça veut dire que toutes les plateformes, tous les outils informatiques devraient prévoir ce traitement pour pouvoir faire en sorte que ça corresponde à la nouvelle loi. Quelques conclusions. Donc, je vous avais dit qu'est-ce qu'il faudrait faire pour, dans la mesure du possible, s'améliorer et puis être le plus efficace par rapport à ça. Donc, le premier réflexe que vous devriez avoir, c'est est-ce que vous êtes sûr que vous êtes équipé d'un bon antivirus? Est-ce qu'il est bien à jour? Et ça, c'est valable pour votre tablette, c'est valable pour votre smartphone, c'est valable pour votre PC. Et ça, c'est très important. Même dans un smartphone, il faudrait avoir un antivirus. C'est important. Ensuite, deuxième chose, c'est comment est-ce qu'on peut limiter au mieux les risques? Il faut que vos applications, si vous installez des applications, par exemple, pour faire du télétravail, il faut aussi qu'elles soient mises à jour. Donc, ça veut dire que si vous êtes sur un portable qui n'est pas fourni par votre entreprise, puis que vous avez des jeux dessus, que vous avez des applications qui ne sont pas officiellement validées, méfiez-vous que ces applications soient bien à jour et que le système d'exploitation qui soit avec soit aussi à jour. Donc, c'est de nouveau valable pour des applications sur le smartphone, sur les tablettes, etc. Troisième point important, et ça j'insiste beaucoup, je voulais donner l'exemple encore dans le journal Le Temps, c'est vérifier les expéditeurs des courriels reçus, surtout s'ils contiennent des pièces jointes. Donc dès que vous avez des pièces jointes et des liens, méfiez-vous. Donc passez peut-être avec la souris dessus, regardez l'expéditeur, est-ce que vous pouvez vous connecter sur le site par exemple de l'expéditeur, est-ce que ce n'est pas une adresse bidon qui a été créée? Donc ça, c'est des petites vérifications qui prennent un peu de temps, mais qui sont absolument indispensables pour vous garantir que vous ne vous retrouvez pas dans une situation, comme on a vu tout à l'heure, où à cause de collaborateurs qui ont subi un phishing, se retrouvent avec des expéditions de salaire qui ne correspondent pas à ce qui a été défini, par exemple, pour le prélèvement de leur fiche de salaire. Et puis, dernier point aussi, je vous en ai touché un mot, par exemple, avec le Wi-Fi, c'est d'avoir des bons mots de passe. Donc ça, c'est important. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un bon mot de passe? Alors, on pourrait avoir tout un débat là-dessus. Ça ne sert à rien de demander d'avoir un mot de passe long pour de toute façon le mettre sur un post-it et le cacher sous le clavier. Donc, le mieux, c'est d'avoir un mot de passe qui est équilibré entre des caractères minuscules, des caractères majuscules, des chiffres, des caractères spéciaux. Et puis, on considère qu'il faudrait entre 8 à 12 caractères. Ça dépend des types d'applications que vous pouvez avoir. Voilà, je vous remercie pour votre attention et surtout, prenez bien soin de vous. Merci, Tony. C'est très intéressant. Alors, pour les gens ici sur place ou en ligne, si vous avez des questions, c'est maintenant le moment de le faire. Vous pouvez le faire dans le chat. Ah, ici, il y en a une. Tony, il y a certains sites qui ne supportent pas l'authentification bifactorielle, mais supportent une authentification avec un tiers parti comme Google ou Facebook ou Apple. Pour genre Google Account. Voilà, et ainsi de suite, pour s'authentifier sur leur compte.
Ce qui veut dire qu'on donne l'information à Google de où est-ce qu'on s'authentifie, mais qu'est-ce que vous privilégiez? D'employer un système d'authentification forte bifactorielle chez Google pour se loguer sur un site qui n'a pas d'authentification forte, ou de rester avec l'authentification spécifique à cette entité? Alors, moi, ce que je recommande, c'est de garder l'authentification originale et ne surtout pas utiliser l'authentification de Google pour aller vous connecter, par exemple, sur d'autres réseaux sociaux. Parce que le jour où vous êtes hacké, ça veut dire que vous devez remettre en question tous vos accès sur tous les autres systèmes. Voilà. Donc, le mieux est surtout les outils, par exemple, de double authentification, pour prendre l'exemple de Google, mais il y a toutes sortes d'entreprises, vous donnent plusieurs choix. Vous pouvez le faire par SMS, vous pouvez utiliser l'adresse physique de votre équipement. Il y a plusieurs paramètres qu'ils peuvent utiliser. Donc, en fonction de vos préférences, ça peut aussi vous permettre de répondre à différentes problématiques. Mais je recommande, en tout cas, jamais, ou dans la mesure du possible, si vous ne pouvez pas le faire autrement, de ne pas utiliser une authentification qui se réplique sur différents systèmes. Parce que le problème, c'est que le jour où vous êtes hacké, ça peut poser un problème parce que vous ne savez plus exactement où est-ce que vous avez utilisé votre authentification pour vous accéder à d'autres systèmes. C'est tentant, c'est de nouveau ce qui correspond à ce que je vous disais avant, c'est de la naïveté, c'est de la facilité de dire « Ah, on me le propose, je l'accepte ». C'est une très bonne question. Oui, mais ça a l'avantage de permettre une authentification forte. Donc, ce genre de compte sera beaucoup moins facile à hacker qu'un compte qui est simplement un mot de passe. Deuxième question. Alors, je vais juste ajouter un complément par rapport à ça, par rapport à la RGPD, donc l'équivalent de la loi sur la protection des données qui se fait au niveau européen, qui s'appliquerait sur le plan européen. On a la notion de portabilité qui va entrer en jeu. C'est un des 7 principes. Ça veut dire que si vous avez un réseau social qui a un certain nombre de données qui doivent rentrer, et que s'il y a ce principe de portabilité, là, éventuellement, on pourrait comprendre que vous utilisez cette authentification forte sur d'autres portails. Mais ça veut dire qu'il faut garantir la portabilité aussi. Le même format, le même style, etc. Vous voulez ajouter une autre question? Oui, même chose un petit peu dans le même sujet. Donc, on va employer les mots de passe forts. Les différents navigateurs de nos jours permettent de sauvegarder le mot de passe d'un site. Il y a 2 méthodes. Il y a la méthode où le site va lui-même vous dire « Ok, est-ce que vous voulez vous souvenir de moi ?» et à ce moment-là, ils vont placer un cookie. Ou alors, le navigateur lui-même va sauvegarder dans une stockage crypté le mot de passe. Quelle est votre opinion sur ces 2 méthodologies? Alors, moi, je préfère le stockage crypté parce que je ne suis pas très favorable par les cookies. Parce que les cookies, c'est aussi une solution de facilité. Parce que vous allez vous connecter sur un site et puis après, vous l'oubliez complètement. Tandis que là, c'est vraiment votre navigateur qui va gérer ce cryptage. D'accord. Vous l'utilisez vous-même? Oui, moi, j'utilise ce forme-là. Oui, tout à fait. Tony, vous avez parlé de la protection de la loi sur la protection des données. Elle va entrer à quel moment en vigueur? Alors, on estime, si tout va bien, s'il n'y a pas, parce qu'il y a toujours on est en Suisse, il y a toujours le risque d'avoir un référendum. Donc, il y a des discussions en cours là-dessus. Mais normalement, dans le courant de 2022, 22, et indépendamment de ce qui se passe aujourd'hui, ça ne va rien changer parce que les PME, beaucoup d'entreprises en Suisse ont une contrainte énorme. C'est que si cette loi n'est pas rendue officielle rapidement, on va avoir des problèmes d'échange de données avec nos 27 ou 26 pays européens. Et ça va pénaliser beaucoup les entreprises qui font de l'exportation parce qu'elles doivent être compliant avec la loi européenne. Donc, oui, justement, je pensais, qu'est-ce qu'elle en pense, l'Union européenne? Alors, normalement, ce qui est prévu à la fin de cette année, la Commission européenne va faire une évaluation parce qu'ils devaient attendre que la loi soit votée et ils vont faire une évaluation de notre loi s'il y a une compatibilité avec la loi européenne et donner ce qu'on appelle une équivalence. Alors actuellement, il y a un pays qui a ça, c'est le Japon. Donc quand vous, par exemple, vous faites du commerce entre les 27 pays européens et le Japon, il y a une équivalence complète. D'ailleurs, vous n'avez pas besoin de faire tout un processus de certification et de validation de la RGPD. C'est un avantage énorme parce que ça veut dire qu'avant, quand vous aviez 27 pays, vous aviez 27 législations différentes pour la protection des données. Vous aviez chaque fois un bureau d'avocats qui devait vous faire vos conditions générales et votre politique de sécurité. Maintenant, les 27 pays, dont le Japon et d'autres discussions qu'il y a d'autres pays, permettent. Et la Suisse, si elle ne rentre pas dans ce jeu-là, ça peut être pénalisant pour beaucoup d'entreprises. Merci. Je regarde s'il y a des questions sur… Oui. Une différence entre l'ancienne LPD et le RGPD, c'était que l'ancienne LPD s'appliquait aussi à la sphère privée et je crois à la sphère gouvernementale, alors que le RGPD est uniquement dans les données à caractère personnel.
Non, oui, mais n'était applicable que pour des sociétés. Vous ne pouvez pas appliquer la RGPD, si j'ai bien compris, dans le cadre d'un échange avec un ami ou un membre de la famille. Exactement, oui, tout à fait. Alors que la LPD, lui, impliquait le caractère privé. Est-ce que la nouvelle LPD maintient cela ou est-ce qu'ils ont simplement focalisé maintenant sur le côté commercial comme dans la RGPD? Non, c'est focalisé sur le côté commercial. Donc ça a changé. Oui, Okay. oui, tout à fait. Merci. Ouais. Peut-être encore une question sur votre livre, parce que là, vous avez vraiment fait un livre sur ce sujet. Donc, vraiment, ça vous a travaillé beaucoup. Peut-être vous pouvez encore juste un moment parler de votre motivation. Pourquoi écrire un tel livre? Alors, ce qui a poussé à écrire le livre, c'est mon expérience de 10 ans de terrain dans l'audit, la mise en place de projets. Et je me suis rendu compte souvent qu'il y avait une mauvaise compréhension justement de ces enjeux. Donc, l'idée du livre, c'est vraiment d'avoir une trame où on met en avance, où on met en évidence le facteur humain et on explique pourquoi c'est si important de gérer ces aspects-là. Et en fait, je traite plusieurs facettes. Je traite l'aspect, comme j'ai introduit, la sécurité informatique, mais je traite aussi tout l'aspect des réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'il faut faire, par exemple, quand on se connecte sur un réseau social? Quels sont les points les plus importants? Aussi, tout ce qui est la problématique de l'objet d'Internet. Aujourd'hui, on sait que, par exemple, vous pouvez acheter un aspirateur. Un aspirateur pour se déplacer automatique, un robot, il a une caméra. Cette caméra, il y a des littératures qui ont été publiées où on peut hacker cette caméra. Donc, cette caméra, elle est capable de vous espionner dans votre appartement, dans votre maison. Donc, le défi, par exemple, des objets Internet est important. Ensuite, il y a une partie où on parle justement de ce qu'on disait tout à l'heure avec la question, c'est la problématique de la RGPD. L'idée de la RGPD, c'est vraiment de remettre l'utilisateur au volant du conducteur. Aujourd'hui, vous avez des grands acteurs qui empêchent de respecter la liberté en matière de données. Donc, l'idée, c'est aussi de forcer ça de plus en plus. Donc, on explique quels sont les enjeux aussi pour ça. Et le troisième point important, c'est de remettre des recommandations, particulièrement dans la sensibilisation, et d'utiliser en fait le livre aussi pour sensibiliser ces aspects-là. Voilà un petit peu la démarche. Merci. Merci, Tony. Alors, si on a d'autres questions ici. Moi, j'aurais une question par rapport à l'infrastructure informatique, de mettre des emails, de consulter des emails sur un webmail par rapport au fait de les avoir en download sur son PC. Est-ce qu'il y a une différence? Est-ce qu'il y a une méthode plus sécurisée d'accéder à son courrier électronique avec un Outlook qui est téléchargé en POP3 des messages plutôt que de les consulter sur le client d'origine webmail? Alors, je pense que le spécialiste Microsoft pourra répondre. Moi, ce que je dis, ce qui est important, c'est le point entre l'entreprise et votre portable. Ça veut dire, est-ce que vous passez par un réseau public et est-ce que ces réseaux publics passent par un VPN ou une protection suffisante pour pouvoir garantir ça. Si par exemple vous faites des mails et vous avez une plateforme, par exemple typiquement dans le domaine du télébanking, quand vous vous adressez à votre banquier, vous ne passez pas par le courriel webmail que vous avez, mais vous passez par la plateforme de télébanking où vous rédigez le courriel à l'intérieur de la plateforme. Puis là, vous avez un niveau de sécurisation qui est plus important. Un petit peu. Mais dans le minimum des cas, si vous n'avez rien, vous ne faites pas de liaison avec votre entreprise si vous n'avez pas au minimum un VPN qui vous a été fourni par l'entreprise. Donc ça, c'est important. Mais par contre, il y aura le problème, c'est que dans certains pays, le cryptage n'est pas autorisé. Donc, il faudra passer par une plateforme à ce moment-là. Il y a certains pays, par exemple, tout ce qui est les pays du Moyen-Orient, le cryptage n'est pas forcément autorisé. Si par exemple vous allez en Tunisie, il faut une autorisation du gouvernement pour faire du cryptage. Il y a plein de contraintes comme ça qui peuvent se proposer, surtout quand quelqu'un qui se déplace au niveau commercial. Vous pouvez ajouter un complément peut-être là-dessus? Alors, dans le cas spécifique d'Outlook, dès que l'on va avoir un client, ça veut dire qu'on va garder une copie de ces données maintenant sur son ordinateur portable. Donc, il y a un risque qui augmente de ce sens-là. Mais la connexion vers les centres informatiques de Microsoft est bien sûr cryptée. Et votre donnée, si vous avez proprement chiffré avec BitLocker votre disque dur, celui-ci ne sera pas accessible normalement. Donc, il y a certainement une petite ouverture que l'on peut mitiger contre la possibilité d'accéder à ces courriels et de travailler en mode déconnecté.
Merci. Merci beaucoup. S'il n'y a plus de questions, je vous dis encore merci, Dr. Conde. Je vous en prie. Ici,